Je regarde tous ces gens et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens qui savent pas pourquoi ils veulent passer les concours ? Moi, les concours, ça ne m'intéresse pas, je vais être avocate et je les passerai pas. Et il y a un peu ce jeu de, au fond, quand tu es entouré de gens qui veulent tous faire quelque chose, tu as un peu un esprit d'opposition de dire, mais pourquoi en fait ? Et c'est véritablement au moment de ce stage que là, pour le coup, s'ajoute à toute ma préparation qui était peut-être plus académique, une véritable conscience de ce que je veux faire au sein de l'État. On se rend compte qu'on ne nous a pas livré les tapis rouges. Et qu'est-ce que tu mets au pied d'un avion si tu ne peux pas mettre un tapis rouge entre l'avion et la voiture ? Bienvenue sur Ambition Publique, le podcast qui donne la parole à des jeunes fonctionnaires pour transmettre leur ambition pour la chose publique. En revenant d'abord sur leur parcours personnel, on essaie de comprendre le cheminement pour devenir fonctionnaire. Ensuite, on se concentre sur leur poste et sur leurs missions actuelles dans le service public. Enfin, des conseils très personnels sont donnés pour réussir les concours. Aujourd'hui, c'est au tour de Raphaël Sananès, 27 ans, diplomate à la sortie de l'École nationale d'administration, de nous expliquer son parcours, où l'on revient notamment sur ses différentes expériences au Quai d'Orsay et la formation à l'École nationale d'administration. Difficulté à trouver un tapis rouge, moment de silence dans les administrations pendant les conflits internationaux et diplomatie économique, voilà ce qui vous attend dans cet épisode. Avant de vous souhaiter bonne écoute, n'hésitez pas à vous abonner, à noter le podcast et à le partager autour de vous si vous aimez la démarche et le contenu, car des personnes dans votre entourage pourraient être intéressées. Bonne écoute. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ton parcours. Je vais te présenter d'abord succinctement, et ensuite on parlera de ton parcours perso. Raphaël Sananès, tu es né en septembre 1995 à Paris. Tu commences le post-bac en 2012 à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Tu suis une licence de droit public pendant 3 ans. Après ta licence de droit public, tu fais un master intégré à Oxford pour un diplôme en common law d'1 an. Tu intègres Sciences Po Paris en master politique publique juste après, et on est en 2016. Lors de ton année de master 2, tu fais ton stage de 5 mois à la direction des affaires stratégiques et de désarmement du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Quelques mois plus tard, tu réussis le concours d'entrée de l'École nationale d'administration du premier coup. Tu y fais 3 stages, d'abord à la direction des Nations Unies et des organisations internationales pendant 4 mois, de février à mai, à Paris. Puis tu es stagiaire ENA à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, de mai à octobre, où tu participes notamment à l'organisation du G7 à Biarritz. Enfin, ton stage d'entreprise, tu le passes chez Microsoft, à la direction des affaires juridiques publiques et externes. Ta formation théorique, ensuite, est un peu écourtée, puisque tu interviens en renfort en pleine crise sanitaire à la direction générale des entreprises, à la cellule médicaments en tension. Tu sors de l'ENA en octobre 2020 au Quai d'Orsay, en tant que chargé de mission auprès de la directrice de la diplomatie économique, et depuis septembre 2022, tu es chef du pôle de la coopération économique au sein de cette même direction, la diplomatie économique. À côté de ça, tu donnes des cours dans plusieurs formations pour préparer les concours et sur le thème du droit public ou des questions internationales. Et tu as quelques expériences de bénévolat, notamment la création de l'association Vertu et Talent, qui vient aider les candidats au concours de la fonction publique. Raphaël, quel est ton meilleur souvenir personnel ? Écoute, pas forcément un en particulier, je pense que comme tout le monde, c'est entouré, en famille. Moi, j'ai aussi cet héritage un peu particulier qui est que ni mes grands-parents ni ma mère ne sont nés en France métropolitaine. Ils ont eu un parcours qui a été fait d'errance, de voyage depuis l'Afrique du Nord ou le Moyen-Orient jusqu'en France, et qui ont aussi porté beaucoup d'espoir dans le modèle français. Et tout ça, ces souvenirs-là, tout cet ensemble de souvenirs de mon enfance, ça m'a aussi beaucoup guidée dans ma réflexion sur ce que c'était qu'être français, ce que c'était que servir son pays. Et c'est ensuite ça qui a fait écho à des cours que j'ai eus au lycée et qui a continué d'alimenter cette réflexion autour de la nation et mon intérêt pour les affaires de l'État, en fait. Ah oui, c'est une expérience assez forte, assez structurante. Est-ce que c'est quelque chose, quand tu arrives à ça, c'est un état d'esprit que tu retrouves, que tu cherches ? Est-ce que c'est ton choix numéro 1 ? Pourquoi ça, c'est pas forcément la Sorbonne ? Et est-ce que tu as déjà une attirance pour le droit public, ou c'est au cours de ta licence que tu vas construire cette attirance pour le droit public ?
Tout ça est plutôt le fruit d'une réflexion que j'ai au cours du lycée, avec des cours d'histoire-géographie, d'éducation civique, qui suscitent un réveil aux questions de vie dans la cité, aux questions de droit. Et puis, je passe mon bac en 2012, une année d'élection présidentielle, une année marquée par l'affaire Mera. Voilà, toute cette réflexion aboutit chez moi à l'idée de défendre les indéfendables, d'aller vers le droit pénal plutôt. J'assiste à des audiences antiterroristes. Donc voilà un peu comment est-ce que j'arrive vers le droit. Je candidate à Sciences Po dans cette perspective et je n'ai pas le concours. D'ailleurs, je n'ai pas le concours avec 8 en économie et 8 en anglais, ce qui, pour quelqu'un qui travaille maintenant à la direction de la diplomatie économique, est source de légère honte, je l'admets. Et en tout cas, je viens à Assas plutôt dans cet état d'esprit. Donc plutôt une approche pour être avocate. Est-ce que pour autant tu fais des stages en administration dès la licence et c'est peut-être là où tu as la bascule, je veux travailler, je veux faire la fonction publique ? Oui, j'ai fait plusieurs stages en administration au cours de ma licence. Je suis partie à la direction des affaires pénales militaires du ministère des Armées. J'ai aussi été à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur. Et c'est un peu autour de ces 2 stages que je me dis que travailler sur des enjeux de droit public du point de vue de l'État et sur des sujets un petit peu régaliens, c'est vraiment là où je me plais et ça me questionne en tout cas dès ce stade-là sur comment rejoindre, comment travailler pour l'État. Et je pense pas forcément au concours à cette période-là, mais en tout cas, comment aller travailler pour l'État plus largement. C'est marrant, tu dis que tu penses pas au concours à cette époque-là, mais en même temps, c'est la voie la plus classique. La voie, à l'époque, en 2015-2016, je pense que l'approche contractuelle dans la fonction publique est quand même assez limitée, ou au moins n'a pas le même effet coup de projecteur qu'aujourd'hui. Donc ta réflexion, c'est quoi ? C'est d'aller à Oxford parce que tu peux y aller. T'as la possibilité, t'as le niveau en anglais qui est bon, même si t'as eu 8 peut-être au concours d'entrée à Sciences Po, mais en tout cas en licence 3, t'as ce niveau en anglais qui est possible pour faire le master intégré à Oxford. Tu te laisses le temps de réfléchir et c'est là où tu dis, en fait, Sciences Po Paris, j'y vais et c'est pour faire affaires publiques, pour faire les concours. Si tu veux, à ce moment-là, je me dis que je veux travailler pour l'État. J'ai conscience que ce sont des métiers très concurrentiels. Et dans le même temps, je continue de me dire que c'est dommage de ne pas avoir eu le concours de Sciences Po. Je me rends compte au fur et à mesure de mes études, où je trouve aussi ma méthode de travail. Je me mets à comprendre pourquoi est-ce que j'ai pas eu ce concours en terminale, que je l'ai mal travaillé. Et je me dis, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Il faut que je le retente. Et à la fin de ma 3e année de licence, je passe le concours de Sciences Po pour entrer en master et je passe aussi cette espèce de petite procédure pour aller à Oxford en me disant ça me fera pas de mal de toute façon de faire un double diplôme, quelque chose d'assez original avec une fac à l'étranger aussi pour perfectionner mon anglais. Et en fait, je suis admise aux 2. Et du coup, ce que je fais, c'est que je reporte mon admission à Sciences Po d'1 an pour pouvoir aller à Oxford. Parce que c'est souvent quelque chose qu'on peut reprocher aux étudiants qui viennent de l'extérieur de Sciences Po et qui font les concours. Quand on a un profil université, quand on a un profil peut-être prépa, puis je rejoins l'université, on n'a pas coché la case parcours à l'étranger. Et ce qui fait quand on se retrouve en anglais en épreuve, c'est plus compliqué. Est-ce que tu as déjà cette maturité de te dire c'est super important pour moi l'anglais, ou en fait tu prends juste l'occasion de dire c'est super d'aller à Oxford tout simplement, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai peut-être aussi 1 an d'avance, je suis en 2012, t'as le bac alors que t'es 95, donc t'as déjà 1 an d'avance. Tu prends cette année-là pour toi, intellectuellement, culturellement, et ensuite se posera la question des concours, se posera la question de la prépa sur 2 ans de l'ENA. C'est comme ça que tu vois les choses ? Je vois toujours pas la prépa concours à ce moment-là, mais en tout cas, ce que je me dis, tu as parfaitement raison, c'est que je me dis que tu veuilles être avocat, juriste, quoi que ce soit, tu ne peux pas exercer ce métier sans savoir parler couramment et pas juste au niveau scolaire, anglais. Par ailleurs, le double diplôme avec une université aussi rayonnante qu'Oxford, moi, m'attire et à dire vrai, je passe un petit peu cette procédure en me disant on en retient 15 vu le nombre de candidatures qui sont déposées. C'est trop bête de pas essayer, mais j'y vais pas en me disant j'ai toutes mes chances, quoi. Et le moment où je suis admise aux 2 me fait dire franchement, je pensais pas
Et du coup, on fait les deux, quoi, si on peut. Donc tu arrives à Sciences Po, après cette année à Oxford, et là, comment tu vois les concours ? Cette fois-ci, j'espère que tu y penses quand même, parce que tu es en affaires publiques, il y en a beaucoup qui aimeraient être en affaires publiques. Tu as dû défendre un projet, en plus. De mémoire, je crois qu'il y avait quand même les 2 motivations, CV, entretien. Donc un petit peu raconte-nous, est-ce que tu parles de la diplomatie ? Est-ce que tu parles de l'ENA ? Est-ce que tu parles des concours de manière générale ? Est-ce que tu as toujours cette réflexion sur l'affaire Mera et le rôle de l'État, ou ça a un peu évolué peut-être aussi entre-temps ? Raconte-nous tout. Non, je te rassure, j'ai quand même préparé mon dossier pour aller à Sciences Po, mais en tout cas, je candidate à Sciences Po en disant, voilà, moi, ce que je veux faire, c'est avocate en droit public ou juriste au sein d'un ministère. Pour faire ça, la fac de droit, c'est l'école pour apprendre les connaissances. En revanche, pour apprendre le fonctionnement de l'État, de l'administration, ce que c'est la sphère publique, c'est, je crois, très intéressant de compléter la fac de droit par Sciences Po. Donc, je suis admise avec ce projet-là. Et là, j'arrive et je suis, comme tu le décris très bien à l'instant, entourée de gens qui veulent tous passer les concours et qui veulent tous passer l'ENA. Et grand moment de naïveté, je regarde tous ces gens et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens qui savent pas pourquoi ils veulent passer les concours ? Moi, les concours, ça ne m'intéresse pas, je veux être avocate et je les passerai pas. Et il y a un peu ce jeu de, au fond, quand tu es entouré de gens qui veulent tous faire quelque chose, tu as un peu un esprit d'opposition de dire, mais pourquoi en fait ? Et je fais mes études à Sciences Po, en M1, en réfléchissant de plus en plus parce que l'environnement s'y prête à ce sujet de concours, mais tout en me disant, au fond, est-ce que c'est pas plutôt le barreau qu'il faudrait que je passe ? Et puis, je me dis, j'ai fait jusque-là mes stages dans des services juridiques de ministère pour savoir si, au fond, il y a d'autres choses que le droit qui m'intéressent, autant essayer de postuler dans un ministère sur des fonctions autres que juridiques. Et puis, je verrai bien. À l'époque, vu que j'avais surtout fait des stages précédemment, comme je te disais, intérieur armée, je me dis, mais là encore, un petit peu par hasard, vu que je vais postuler sur d'autres fonctions, autant essayer de prendre des ministères qui se ressemblent un peu. Les affaires étrangères, ça a une cohérence avec la défense et l'intérieur. Je postule et là, je rejoins la direction des affaires stratégiques et du désarmement. Et c'est vraiment le moment où, si tu veux, le truc se débloque et où je me dis... Ok, il faut que je passe les concours administratifs et celui de l'ENA parce que le droit c'est très intéressant, mais je me vois aussi sur des fonctions de conseiller politique et la diplomatie par rapport à ce que j'en voyais de l'extérieur, qui étaient tu vois, tout ce que nos concitoyens peuvent penser parfois de plus restreint sur la diplomatie, que c'est des mondanités, des gens qui échangent des propos et on ne comprend pas très bien en quoi ça a la portée de changer le monde. Là, je comprends ce que c'est que la diplomatie, à quel point des actions que tu prends peuvent avoir un poids sur la conduite des relations internationales et je sors de ce stage assez lessivée parce que du coup, je préparais les concours en même temps, mais en même temps... mais émerveillée, quoi. J'ai été un peu étourdi sur c'est à partir du moment où tu fais ton stage au Quai d'Orsay que là tu te dis ok, je vais passer les concours. Donc est-ce que ça veut dire que vraiment là t'as mis un coup d'accélérateur et tu t'es dit bon, j'étais toujours en train d'hésiter, mes amis passaient les concours de l'ENA, je les regardais, je suivais les cours, parce qu'en fait les cours de Sciences Po Affaires publiques c'est calqué sur le concours de l'ENA à l'époque. Concours de l'École nationale d'administration qui sur 5 épreuves, droit, économie, culture générale, questions sociales et finances publiques, plus des épreuves d'admission qui sont questions internationales, questions européennes et de l'anglais surtout. Et après on reviendra peut-être plus sur le grand oral et l'épreuve collective d'interaction. Mais c'est là où tu te dis, je mets un coup d'accélérateur, en fait ça m'intéresse vraiment. Et donc en 6 mois, là tu prépares à fond. Je vais être très honnête avec toi. Ça, c'est la partie académique du parcours et c'est la partie un peu professionnelle. Il y a autre chose qui joue dès le M1, qui est plus personnel, qui est qu'une bonne part de mes amis et mon copain de l'époque préparent l'ENA. Et du coup, je suis assez vite entraînée, sans savoir vraiment pourquoi, mais tout en sachant que je veux travailler pour l'État, à me dire, bon bah c'est vrai, j'arrête pas de dire que je veux travailler pour l'État en étant juriste, en ministère, etc. Au fond, le barreau, ça me permettra de travailler dans un cabinet d'avocats ou de rentrer dans un ministère via une procédure contractuelle. Les concours, ça a du sens. Donc là, je me mets à préparer les concours de l'ENA, donc dès le M1.
mais je me mets à le préparer et à tomber exactement dans le biais que je constatais en arrivant à Sciences Po, c'est que tu prépares les concours parce que tout y mène et tout ton environnement te pousse à le faire, alors que dans le même temps, t'es pas toujours au clair sur ce que tu voudrais faire derrière et ce qui te guide. Et c'est véritablement au moment de ce stage que là, pour le coup, s'ajoute à toute ma préparation qui était peut-être plus académique, une véritable conscience de ce que je veux faire au sein de l'État. Voilà. Et ce qui fait que quand tu es reçu aux écrits et que tu te présentes au grand oral, tu peux arriver avec un projet dans lequel tu crois, dans lequel tu es vraiment encore émerveillé, que je reprends le terme que tu avais utilisé, émerveillé par l'action de l'État d'un point de vue international. Et là, tu peux en parler avec conviction, avec ambition, devant le jury du grand oral. C'est ça? Parce que du coup, la question complémentaire, c'est: est-ce que tu as passé le concours de Quai d'Orsay? Est-ce que tu avais un bon niveau en anglais? Je pense qu'après Oxford, bien sûr, mais... Ça, c'est... Tu es courtois. Mais... Ok, la France saura. mais ou alors, est-ce que tu te concentres que d'abord sur l'ENA et puis après tu te dis, bon, si je l'ai pas, je repasserai le concours une deuxième fois et là, peut-être que j'élargirai et je ferai Quai d'Orsay. Si tu veux, le stage au Quai d'Orsay me montre qu'il y a plein d'autres choses que le droit qui m'intéressent, mais vu que je reste aussi sur l'idée que des métiers qui permettent de faire du droit public m'intéressent aussi, j'arrive sur quelque chose d'un peu généraliste où je me dis, je sais ce que j'ai envie de faire dans l'administration, c'est deux choses. Travailler dans les affaires internationales et travailler sur les questions de régulation de l'économie. Et en fait, partant de ces deux enjeux-là, que j'arrive d'ailleurs à concilier dans mon poste actuel et j'en suis très heureuse, mais partant de ces deux enjeux-là, je me dis, on va commencer par passer l'ENA, qui est le concours le plus généraliste et qui peut ouvrir à la fois à ces dimensions internationales, mais aussi aux dimensions régulation. Et puis, si l'ENA ça marche pas, je diversifierai et j'irai plutôt vers des concours ou bien que affaires internationales, notamment le Quai, ou bien que régulation de l'économie, en réfléchissant à d'autres concours, ça aurait pu être la Banque de France, voilà, ou d'autres enjeux qui touchaient au droit, à l'économie, pas forcément à la régulation de l'économie d'ailleurs à proprement parler, mais qui croisaient un jeu de droit et d'économie. Et pour te répondre, un autre obstacle que j'ai à l'époque, c'est que je ne parle pas de langue rare. Et je me dis que c'est plus compliqué de passer le Quai d'Orsay en n'ayant soit pas de langue orientale pour la voie Orient, soit tout simplement pas 2 ou 3 langues étrangères, ce qui est à l'époque, en tout cas souvent le cas de mes camarades qui préparent autour de moi. J'ajoute un dernier point parce que je crois que c'est important. Les métiers de la diplomatie ont ça de particulier que les gens qui aspirent à rejoindre, à embrasser ces carrières, ces métiers, te parle très souvent de vocation. Et pour le coup, je viens pas t'expliquer que j'ai galéré dans la vie, hein, vraiment, mais être entouré de gens qui t'expliquent que c'est ce qu'ils veulent depuis qu'ils sont tout petits, moi qui ai fait ce cheminement en plein d'étapes dont on discute depuis le début du podcast, je me sens un peu tétanisée à l'idée de prétendre à une vocation qui, si tu veux, est plutôt arrivée quelques mois avant à l'aune d'un stage. Et voilà pourquoi, paradoxalement, l'ENA, par sa vocation plus généraliste, me semble... en tout cas, que je me dis, je vais commencer par là. Est-ce qu'à cette époque-là, tu as une œuvre, un film, une œuvre d'art qui te plaît, qui t'intéresse, qui te permet de te projeter dans le métier de la fonction publique, ou peut-être même ne te projette pas, justement, qui te dissuade? Je peux te parler d'une œuvre qui m'a un peu dissuadée. J'ai lu l'été de ma terminale Belle du Seigneur d'Albert Cohen, où le personnage d'Adrien Deume, c'est le diplomate qui travaille de 10h à 18h, qui fait des réunions pour savoir si on condamne fermement ou on condamne assurément, qui est un peu la caricature en mal du diplomate. Et à ce moment-là, je lis ça et je t'avoue que ça me donne pas envie de m'orienter vers la diplomatie. Ça, c'est une chose. Mais c'est l'époque de la Société des Nations. Absolument, c'est une critique dont on pourrait dire qu'elle n'est pas actuelle. Et pour te dire quelque chose qui, à mon sens, est le plus beau reflet à mes yeux de ce qu'est le métier de diplomate, moi je suis une enfant de fan de Jean-Jacques Goldman, et c'est la chanson Né en 17 à Leidenstadt, où en fait Jean-Jacques Goldman, dont les parents ont été juifs résistants, s'interroge sur s'il était né en 1917 en Allemagne, est-ce qu'il aurait 20 ans plus tard supporté l'insupportable. Et c'est, je trouve, très en lien avec le métier du diplomate,
qui est d'essayer de comprendre pourquoi d'autres nations, d'autres pays pensent différemment et essayent de l'expliquer, pas de le justifier, de l'expliquer par un environnement, une culture, une histoire. Et en essayant d'expliquer pourquoi est-ce que certains autres pays, certaines autres nations font des choix différents des nôtres, tu arrives aussi à cette remise en question sans jamais perdre de vue le but qui est de servir ton pays, mais qui est de t'interroger toi-même en disant, voilà, moi, si j'étais pas français, est-ce que j'aurais le même avis sur le rôle de l'État, la place de la redistribution dans notre modèle, plein d'autres choses. Une très belle analyse, et je pense que nos auditeurs, quand ils écouteront cette musique, penseront bien sûr à toute ta réflexion sur le rôle de la diplomatie et bien sûr le moment dans lequel on inscrit notre action, et est-ce qu'on inscrit notre action justement pour la France quand on est français, est-ce qu'on l'inscrit quand on est allemand, toutes ces réflexions que tu nous as livrées. On va basculer sur la partie 2, justement pour décortiquer ce que tu fais au Quai d'Orsay. Raphaël, tu es d'abord chargé de mission auprès de la directrice de la diplomatie économique, puis tu es chef du pôle de la coopération économique en septembre 2022, et tu deviens depuis septembre 2023 adjointe à la sous-directrice de la diplomatie économique. Avant de t'interroger sur tes missions, ton positionnement en tant que chargé de mission, j'aimerais d'abord qu'on parle un petit peu de ta formation à l'École nationale d'administration, tes 3 stages, un petit peu comment ça s'est passé, et le classement de sortie, où ça t'amène vers la diplomatie économique. J'arrive à l'ENA en janvier 2019. Déjà, il faut dire que ce qui est, c'est assez impressionnant. Tu te dis, après avoir passé 5 épreuves écrites, 5 épreuves orales, que tu as fait le plus dur, et là tu arrives entouré de gens qui ont tous réussi ces épreuves difficiles, et tu te dis que maintenant ça va être la pression du classement, quoi. Et ensuite, tu as une année de stage, une année de formation. Moi, je fais 3 stages, tu l'as dit en introduction. D'abord, je travaille à la direction des Nations Unies, des organisations internationales et de la francophonie, et je travaille sur les sujets de droits des femmes, en lien avec notre représentation permanente des Nations Unies à New York. Donc, véritablement, un travail de négociation, de résolution internationale qui est passionnant. Ensuite, je vais en préfecture dans les Pyrénées-Atlantiques, où là, c'est un stage qui a aussi une dimension assez internationale, puisque se tient en août 2019 le sommet du G7 à Biarritz, donc avec un travail diplomatique qui là est beaucoup plus proche de familiarisation avec les enjeux protocolaires. Au fond, la préfecture, elle travaille pas du tout à préparer les textes, les déclarations qui seront adoptées au G7, ça c'est vraiment plutôt un rôle de notre diplomatie. En revanche, tout le travail de sécurisation d'une ville et d'acheminement des bagages, des personnes qui atterrissent de l'aéroport jusqu'au centre-ville, ça, c'est quelque chose qui incombe, j'allais dire à la préfecture. Mais la préfecture est évidemment entourée dans ce genre d'événements de grande ampleur, de toute une myriade de services de l'État pour que tout se passe bien le jour J. Est-ce que c'est la préfecture qui pilote et qui a plus de renforts administratifs, de soutien, ou en fait elle est juste consultée peut-être pour sa plus-value locale, sa compréhension fine de comment faire pour que leur public soit respecté avec les habitants de Biarritz. Est-ce que tu peux nous expliquer ce petit détail-là ? C'est assez compliqué. On va dire que la préfecture travaille sur toute la partie sécurité du sommet. Ceci étant, parce qu'il y a plein d'autres dimensions, l'organisation du sommet et l'organisation des réunions du G7 est pilotée toute une année de présidence, en l'occurrence pendant la présidence française, par le secrétariat général au G7. Donc si tu veux, t'as des organismes qui sont très différents. Côté sécurité, c'est typiquement le préfet était au poste de commandement. Il y avait au poste de commandement opérationnel qui était situé à l'aéroport, qui est un autre poste de commandement. Il était coordonné par le secrétaire général de la préfecture. Donc on a un peu ce rôle d'ensemblier de la préfecture qui se retrouve sur des grands événements internationaux, y compris d'ailleurs sur des aspects, on se retrouve sur des sujets protocolaires. Moi j'ai souvenir absolument merveilleux de quelques jours avant le lancement du sommet. On se rend compte qu'on ne nous a pas livré les tapis rouges. Et qu'est-ce que tu mets au pied d'un avion si tu ne peux pas mettre un tapis rouge entre l'avion et la voiture, étant précisé que ça paraît hyper anecdotique, mais
J'ai appris quelque chose lors de ce stage qui est passionnant, c'est le protocole, c'est la diplomatie du dernier kilomètre. Si tout a été hyper bien fait sur le fond, mais que le jour J, tu mets 10 minutes à accéder d'une salle de réunion à une autre salle de réunion, qu'il y a trop de monde dans les rues, qu'il y a quelque chose qui... Enfin, trop de monde dans les rues. Là, en l'occurrence, la ville avait été hyper sécurisée, mais tu vois, dès qu'il y a des choses qui, en termes de logistique, peuvent ne pas marcher, ça peut te planter un sommet, en fait. Donc, cette histoire de tapis rouge, elle est hyper anecdotique, mais elle compte. Panique à bord. Et on se retrouve avec le secrétaire général de la préfecture à dire mais qu'est-ce qu'on va faire pour trouver un tapis rouge ? On en vient à se poser la question de est-ce qu'il faut aller dans un magasin de bricolage, acheter un tapis de couleur rouge et le dérouler. Donc là, tu te rends compte comme ça que tu as des situations dans la vie où, si tu veux, une fois que tu as su résoudre des questions du style « trouvez-moi un tapis pour dans 2 heures », ta débrouillardise est en tout cas bien mise à l'épreuve. Comment t'as fait ? Est-ce que sur les photos, on voit... Il y a eu la retouche photo, un tapis rouge ? Comment ça s'est passé ? Non, ça aurait pu être très marrant, ceci dit, qu'on photoshop le tout. Comme souvent dans ces situations-là, en fait, c'est arrivé avec retard, mais le tapis rouge est bien arrivé. Voilà. Là encore, je pense que ça peut paraître très anecdotique, très mondanité, mais il y a eu d'autres événements. L'arrivée du ministre des Affaires étrangères iranien qui était pas du tout prévu. Vous êtes à l'aéroport, vous apprenez ça le matin. Il y a aussi des enjeux, ne serait-ce que d'aviation civile, de trouver de la place sur le tarmac pour faire atterrir. Qu'est-ce qu'on fait de l'avion ensuite ? Parce que le garage, à l'époque, avait été utilisé à d'autres fins. Bref, je te passe tous les détails, mais t'as plein de questionnements comme ça qui moi, que j'ai trouvé passionnantes. Et ensuite, tu fais un stage chez Microsoft. Alors, peut-être que l'ambiance, du coup, était un peu différente. C'était peut-être moins dans l'urgence, moins dans la crise. Soit dit en passant d'ailleurs, l'organisation de ce G7, etc., ça t'occupait à 80% de ta charge de travail en tant que stagiaire préfecture, où en plus tu avais les autres sujets plus classiques, plus conventionnels, que les autres stagiaires ENA de ta promo avaient aussi. Sur la part du temps que j'occupais sur la préparation du sommet, moi j'étais partie en ayant conscience que bien sûr c'était quelque chose de très glamour, très paillette, mais que c'était pas ça qui devait structurer le job d'un stagiaire ENA en préfecture et qui a des missions beaucoup plus proches du terrain, près de préoccupations locales, qui correspondent plus quand même à ce à quoi est censé servir un stage en préfecture. Donc j'y ai consacré pas mal de mon temps parce que ça, tout simplement, ça occupait pas mal du temps de la préfecture généralement. Mais j'ai aussi accompagné le préfet, rencontré des agriculteurs, des sapeurs-pompiers et essayé d'écouter leurs problématiques, de voir comment on pouvait y répondre avec des solutions de politique publique et sur des sujets qu'on qualifierait de plus terrain. Et j'étais très contente d'avoir les deux. Et du coup, par rapport à Microsoft ? Microsoft, c'est Microsoft France, où je fais 1 mois de stage entreprise, conformément à ce qui est prévu au titre de la scolarité à l'ENA. C'est effectivement peut-être moins d'urgence, c'est un rythme de travail qui est celui d'une entreprise, donc qui est pensé différemment. Et surtout, c'est des méthodes de travail. Je passe de la préfecture, qui est parfois une instance qui est un peu la quintessence du classicisme à certains égards, à Microsoft. Et j'ai ce souvenir incroyable d'avoir essayé d'expliquer aux personnes qui travaillaient dans le service où j'étais ce qu'était un parapheur. Et impossible de faire comprendre ce que c'était. Personne ne comprenait. Mais c'est un classeur, mais tu ranges des choses dans des fiches. Non, pas exactement. C'est quelque chose qu'on ouvre et tu peux signer juste en bas. Enfin, voilà. J'avais l'impression d'être tombée dans une culture très différente. Et c'est très utile de connaître les deux. Et je pense que le stage entreprise a aussi ça d'intéressant, qui permet à des gens qui ont peut-être leurs idées reçues sur les énarques d'en rencontrer et d'échanger avec eux. Ces fameux ovnis, ces fameux énarques. Tu suis 1 an de formation après, écourté parce que tu as un passage en centre de crise en plein Covid, et tu as les épreuves classantes, et ton classement de sortie te permet de choisir la diplomatie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la diplomatie économique ? Et puis ensuite, on pourra un petit peu comprendre comment toi t'interviens au sein du ministère. Très bien. Pour le dire simplement, la diplomatie économique, ça marche dans 2 sens. C'est à la fois mettre la diplomatie au service d'objectifs économiques, donc la croissance, l'emploi, l'innovation, j'entends intérêt économique français,
Et puis, dans l'autre sens, c'est aussi mobiliser des outils économiques à des fins de politique étrangère. Une fois qu'on a dit ça, la diplomatie économique, au sein de la direction de la diplomatie économique, c'est 3 grandes missions. C'est soutenir les entreprises à l'export et les aider à lever, en tout cas à résoudre des problèmes qui peuvent faire l'objet d'une résolution par la voie diplomatique. C'est attirer des investissements étrangers qui créent de l'emploi, qui créent de la valeur en France. Et c'est peser dans le cadre de régulation internationale dans le sens de nos intérêts. Et là, ça fait écho, par exemple, à essayer d'adopter au niveau international de hauts standards pour lutter contre la corruption et pour que tous les États luttent le mieux possible contre la corruption et pour éviter que que tout le monde puisse jouer en respectant dans le jeu économique en respectant les mêmes règles. Voilà. Et donc ces missions très denses, vous êtes combien au Quai d'Orsay à vous occuper de cette mission-là? On parle de combien en termes de masse financière, en termes de chiffres économiques? Parce que je crois que la France était l'une des premières destinations en termes d'investissement direct à l'étranger. Je suppose que le Quai d'Orsay est quand même pour une bonne raison. Comment vous structurez ça un peu au ministère? On est à peu près 70 dans la direction et on se structure entre des experts qui sont plutôt des experts sectoriels, des experts géographiques et des experts de questions juridiques pour ce qui est des enjeux de régulation que j'évoquais. Quant aux chiffres, je te confirme que la France est la première destination d'investissement direct étranger en Europe. Donc c'est bien sûr le fait de politiques de compétitivité qui sont menées sur le territoire, mais c'est aussi le fait du rayonnement économique de la France qui est formalisé ou sanctuarisé à l'occasion de certains événements marquants. Je pense par exemple au sommet de Choose France qui se tient chaque année à Versailles et qui permet à des investisseurs étrangers de s'entretenir avec des autorités françaises et de parler de leurs projets d'investissement à venir sur le territoire. Et ça fait du bien de le dire que la France peut être première, cocorico, voilà, il y a pas de... Il n'y a pas à rougir. Et je trouve que, effectivement, mais ça c'est un trait naturel de l'esprit humain, peut-être que parfois on a tendance à être un peu pessimiste, peut-être parfois à raison, mais en tout cas sur les chiffres de l'attractivité, certainement pas. Et donc toi, Raphaël Sananès, au sein du ministère des Affaires étrangères, quand tu arrives en tant que chargé de mission, c'est quoi ton action bien précise ? Comme je te l'ai dit, et d'ailleurs comme tu le disais dans ta question, c'est des missions qui sont très denses et qui parfois peuvent croiser plusieurs expertises. Typiquement, souvent on peut avoir un enjeu qui croise une expertise juridique, une expertise sectorielle et une expertise géographique. Tu as un problème rencontré par tel opérateur économique dans tel pays et le problème est de telle nature juridique. Dans ces cas-là, pour faire travailler ensemble des sous-directions, moi j'ai pu être mobilisée pour travailler sur ce genre de sujet transverse. Autre exemple, il y a quand même beaucoup d'exercices où on est amené à présenter la direction, expliquer ce qu'elle fait, que ce soit dans l'élaboration de textes qu'on rend au Parlement, que ce soit dans des exercices de prise de parole, d'intervention du directeur adjoint et de la directrice de la diplomatie économique face à des interlocuteurs extérieurs. Et j'ai aussi été amenée à préparer leurs dossiers, leurs interventions sur ce type d'exercice-là. Mais toi, tu te définis plutôt comme une experte sectorielle ou une experte juridique ou même géographique, je ne sais pas, mais comment, toi, en tant que chargé de mission auprès de la directrice sur ton premier poste, donc tu chapeautes et tu essaies de coordonner, d'avoir une approche transversale justement, de faire parler les gens peut-être, les experts sectoriels avec les experts juridiques et les experts géographiques? Exactement, moi dans toute cette architecture, je suis plutôt généraliste, j'essaie de faire se parler ensemble des gens qui ont des expertises différentes. La difficulté étant que chargé de mission, c'est pas chef des gens. Il faut quand même avoir... c'est-à-dire que tu ne demandes pas aux gens de travailler pour toi, sans quoi ils te répondront non, et que ça demande en tout cas à être à leur disposition, à leur écoute, essayer de comprendre toi ce que tu peux leur apporter aussi pour leur expliquer le fonctionnement d'un autre service ou d'un autre élément dont ils n'ont pas connaissance. En gros, d'expliquer que chargé de mission, c'est pas faire travailler les autres pour prendre la lumière, mais plutôt que c'est d'essayer de faire que les gens se parlent et qu'on aboutisse à un résultat commun qui est le meilleur possible, quoi, parce qu'il a permis aux gens de travailler ensemble. C'est justement la question que j'allais te poser sur le management un petit peu, où on peut avoir l'impression que chargé de mission est donc de piloter plusieurs, mais tu as vraiment un rôle de faire en sorte que le collectif aille beaucoup mieux, mais en même temps, chacun a ses propres chefs d'équipe, et toi, tu vas juste faire en sorte que
il y a une fluidité. Est-ce que tu as un exemple de dossier peut-être clos qui pourrait juste illustrer un petit peu un aspect de transversalité ? Absolument. Chaque été, on reçoit tout un lot de questions parlementaires. Je reprends ce que je t'évoquais un petit peu tout à l'heure. Une liste de questions parlementaires et parfois certaines questions, c'est que faites-vous pour soutenir les entreprises ou que faites-vous spécifiquement dans telle zone du monde ? Et finalement, ça appelle à la fois des réponses sectorielles, mais ça va aussi appeler des contributions d'autres services. Là, c'est mettre tout le monde autour de la table ou créer un document où chacun partage un peu ses idées et essayer de mettre tout ça en forme pour que ça réponde le plus fidèlement possible à ce qu'on fait au sein de la direction. Un autre exemple, c'est les experts techniques internationaux. Il y en a qui font de la diplomatie économique auprès de ministères ou d'institutions publiques étrangères pour savoir où est-ce qu'on veut créer ces postes, où est-ce qu'il est le plus pertinent de les déployer. Ça mobilise à la fois l'avis de personnes qui travaillent sur des secteurs économiques et puis l'avis de personnes qui travaillent sur des pays pour choisir est-ce qu'on crée un expert agroalimentaire dans tel pays du monde, par exemple. Justement, sur l'expert agroalimentaire, est-ce que tu as des interactions aussi avec d'autres ministères ? Est-ce que c'est à ton niveau ou plutôt de ta directrice, de tes supérieurs ? Il y a des relations de travail qui sont denses à tous les niveaux avec d'autres ministères. Je commence peut-être, permets-moi de zoomer un petit peu d'abord. Le ministère des Affaires étrangères est un ministère où les relations entre les services du ministère sont particulièrement denses. Dès que tu vas avoir un déplacement d'une autorité dans un pays, souvent on va demander des notes le rédacteur qui suit le pays en question va demander des notes, j'en sais rien. Un ministre va se déplacer au Brésil, tu vas avoir l'état des relations économiques bilatérales avec le Brésil, l'état des négociations climatiques avec le Brésil, nos relations politiques, etc. Tout ça fait que l'interservice fonctionne très bien. Par ailleurs, on a des relations avec beaucoup de ministères, bien sûr, tous ceux qui traitent de près ou de loin d'économie. Donc, le ministère de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, bien sûr, et ses différentes directions générales, mais aussi... on reprend l'exemple agroalimentaire pour l'expert qui travaille sur le secteur agroalimentaire avec le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire, pour celui qui travaille sur la santé en lien avec le ministère chargé de la santé, etc. etc. Et donc après 2 ans de poste en tant que chargé de mission pour la directrice, là tu deviens chef du pôle de la coopération économique. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu là-dessus ? J'ai pris ces fonctions en septembre 2022. Ce pôle, sa mission principale, c'est de préparer des dossiers en prévision de déplacement de nos autorités à l'étranger ou de visite de personnalités étrangères à Paris pour faire un point sur les relations en termes de commerce extérieur entre la France et le 10 pays. Autre chose, c'est que je suis chef du pôle de la coopération économique au sein de la sous-direction du commerce extérieur et de la coopération économique et que cette sous-direction a aussi la mission d'assurer la co-tutelle de l'opérateur Business France qui permet aux entreprises, qui accompagne les entreprises qui souhaitent s'internationaliser. Et on assure cette tutelle, comme je disais, qui est une co-tutelle avec le ministère de l'économie et le ministère de l'Intérieur. Et cette mission-là, elle a aussi des dimensions sur la coopération économique. Par exemple, on travaille avec Business France et avec les autres tutelles à réfléchir où est-ce qu'il faut ouvrir des bureaux, réduire la voilure, augmenter la voilure dans le réseau de Business France à l'étranger. Et en même temps, tu as une équipe aussi de 5 agents. En termes de management, en termes de charge de travail, comment tu te situes un petit peu sur ce nouveau poste ? Tu as dû en faire lors de tes stages ENA, un petit peu en tout cas, tu as découvert ça. Comment tu vois les choses ? C'est pas facile, tous les jours. L'équipe est fantastique, mais je crois que de toute façon, dès lors que tu développes de nouvelles compétences, tu fais ton lot d'erreurs. J'espère juste pas en faire trop. Mais plus sérieusement, je crois que bien sûr, ça a un impact sur ta charge de travail parce que les gens de mon équipe, ils peuvent passer me voir entre 10h et 18h, sinon un problème, je te la fais, on travaille plus, hein, mais ils peuvent me voir un peu au cours de ces plages horaires, mais pour travailler sans avoir d'autres interactions, pouvoir me concentrer pleinement, soit c'est avant, soit c'est après.
Donc très vite, les journées s'allongent, effectivement. Je crois que ce qui est le plus difficile à faire, c'est de savoir à la fois écouter les gens qui passent une tête dans ton bureau et qui viennent te faire état de difficultés qu'ils rencontrent ou d'hésitations qu'ils ont, et en même temps réussir à décider, trancher, parce que c'est aussi sur ça que tu es attendu, et c'est comme ça, en quelque sorte, que tu fondes ta légitimité. C'est quand tu as des gens qui viennent te voir et qui ne savent pas quoi décider, ils ressortent et la décision, elle est prise, ou elle est prise avec un niveau supérieur de la hiérarchie si ça s'y prête. Mais si c'est à mon niveau, c'est décidé à mon niveau. Beaucoup de travail, jusque-là ça ne me surprend pas du tout. Mais par contre, c'est pas difficile à 27 ans, justement, d'être autant engagé, d'être autant sur le front, d'une certaine manière, d'avoir une prise de décision comme ça. Alors, je crois que tu as l'âge qui peut effectivement être un facteur. Plus largement, moi, ce qui est pas toujours évident, c'est que je manage des gens qui sont parfois plus âgés que moi. Je crois que vis-à-vis des gens plus jeunes comme plus âgés, que tu as sous ta responsabilité en tant que chef d'équipe, ta légitimité, tu l'assois, comme je te le disais tout à l'heure, quand les gens arrivent dans ton bureau avec une question, qu'on en discute ensemble, qu'on repart avec une réponse qu'on n'avait pas en arrivant, et c'est un peu là où tu peux avoir ta plus-value. Ceci étant, sur l'âge aussi, j'ai commencé plus tôt, on en a parlé sur le parcours, c'est pas toujours facile parce que tu évolues avec des gens plus âgés, mais ça veut aussi dire que voilà, il y a d'autres étapes et qu'il y a encore le temps de faire plein de choses. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ce qui me fait venir à la question suivante, où est-ce que tu te vois dans 10 ans ? Là, ça fait 3 ans un peu plus que tu es au Quai d'Orsay. Comment ça s'inscrit ? Quelle est la suite logique de ta carrière ? Et qu'est-ce que toi, t'aimerais faire peut-être aussi ? Les carrières au Quai d'Orsay, pour si est mon cas, à savoir conseiller des affaires étrangères, c'est structuré en général de la façon suivante. Tu es 4 ans à Paris, tu pars 2 fois 4 ans ou 2 fois 3 ans, mais quelque chose comme entre 6 et 8 ans à l'étranger sur 2 postes différents. Et tu reviens à Paris et tu continues un peu sur cette aller-retour. Il y a des exceptions, il y a d'autres chemins, voilà. Donc normalement, dans 10 ans, je suis à nouveau à Paris. Après, la prochaine étape pour moi, ça sera peut-être de partir à l'étranger, puisque comme je te disais, c'est le chemin habituel, mais c'est pas le seul. Et à ce moment-là, se pose la question de où partir. Je me dis que j'aimerais bien pour un premier poste partir loin, avoir un peu ce côté de dépaysement, aller dans des endroits que je connais pas. Et dans le même temps, tout ça est une telle combinaison de là où tes compétences sont utiles, là où on peut avoir besoin de toi et là où tu as envie d'aller, que voilà, le monde reste ouvert. Partir 2 fois 4 ans à l'étranger, ça me paraît un peu lourd en termes de vie pro, vie perso. Comment toi t'envisages un peu ces choses-là ? Je crois que c'est vraiment le cœur du métier de la diplomatie. On parlait de Jean-Jacques Goldman tout à l'heure, à la fois de voir ce que tu fais en France et de voir ce que font les autres à l'étranger. Je suis pas sûre que tu puisses avoir la même finesse d'analyse si tu n'as pas fait ces échanges entre un poste en France et un poste où tu représentes encore la France, mais à l'étranger. Je crois aussi que c'est ce qui fait vraiment une partie merveilleuse de ce travail et qui fait l'attractivité de ce métier. Ceci étant, il va pas sans contrainte, c'est vrai. C'est compliqué de déménager avec conjoint, parfois avec enfants, avec famille. C'est aussi difficile de laisser ses amis et sa famille à Paris. Si tu veux, là encore, naïveté de ma part, mais vu que c'est un temps que j'ai pas encore vécu, je sais que ça peut être difficile. J'ai quand même un peu encore envie, même beaucoup, de me lancer dans l'aventure. Tu peux nous donner des exemples de postes sur lesquels tu peux être projeté, toi, au niveau où tu es ? Et est-ce qu'à ce moment-là, tu parleras beaucoup plus anglais ? Parce que peut-être aujourd'hui, sur ton poste actuel, l'anglais, c'est du détail, c'est du plus. Est-ce que là, tu seras vraiment contrainte de tout le temps parler anglais, voire la langue locale ? Les types de postes auxquels je peux prétendre en ambassade ou représentation permanente ou d'autres types de structures, c'est plutôt ce qu'on appelle des fonctions de conseiller politique.
Je te prends un exemple, tu es conseiller enjeux globaux à l'ambassade de France en Espagne. Ton portefeuille, c'est de suivre et de comprendre les positions de l'Espagne en matière notamment de lutte contre le changement climatique. La place de l'anglais, en fait, elle est assez importante dans mon poste actuel parce que quand tu prépares des dossiers de déplacement et de visite d'autorité, la note au Quai d'Orsay, c'est à la fois des éléments de contexte qui vont expliquer l'état de nos relations commerciales avec le pays. Et puis, c'est ce qu'on appelle des éléments de langage. Des éléments de langage, c'est des phrases qui ont vocation à être lues telles quelles pour que l'autorité peut lire telles quelles auprès de son homologue. Et ça, assez souvent, on les prépare en anglais. Ça peut être je me réjouis du dynamisme de nos relations ou au contraire je formule le vœu qu'elle s'améliore, voilà. Mais ça, on l'écrit en français que quand la ministre ou le ministre délégué ou la secrétaire d'État dans le réseau Quai d'Orsay a vocation à parler en français. Et pour boucler ta question, je pense que tu parles anglais plus encore quand tu es en poste, puisque par définition, sauf à ce que tu sois dans un pays francophone, tous tes interlocuteurs parlent anglais et tu peux parfois être amené à parler la langue locale. C'est quand même mieux si tu la parles bien, mais je crois que échanger même parfois quelques mots dans la langue locale est toujours pris plutôt comme un bon signe de la part d'homologues. En tout cas, en préparation de changement de poste au Quai d'Orsay, tu peux bénéficier de cours de langue pour te préparer. Et sur ce premier conseil, on va passer tranquillement sur la partie 3, les conseils de manière plus générale pour l'ENA, pour les concours et pour devenir fonctionnaire. Partie 3 sur les conseils. Est-ce que tu as une anecdote pro, une situation que tu as rencontrée, t'aurais aimé avoir déjà peut-être des clés pour affronter cette situation? Bon, je crois que si j'avais su comment est-ce qu'on trouvait un tapis en quelques minutes, ça aurait pu m'être utile. Plus sérieusement, je crois que ce qui, moi, m'a le plus surpris au Quai d'Orsay à 2 reprises, c'est les situations de tension extrême où d'un coup, le silence qui règne dans les couloirs est impressionnant. Ça m'est arrivé en stage à la direction des affaires de sécurité et de désarmement pendant la crise syrienne, et ça m'est arrivé à la direction de la diplomatie économique au début de la guerre en Ukraine. Le ressenti jusque dans l'intérieur des structures de l'administration, du sérieux et de la gravité qui plane est assez impressionnant. Donc pardon, c'est pas une anecdote drôle, c'est plutôt une anecdote lourde, mais je crois que ça ramène à quelque chose qui est que ce qu'on ne découvre, et je pense que même si on me l'avait dit avant, en tout cas j'aurais pas pu le mesurer à ce point, c'est que quand tu deviens fonctionnaire, tu ne t'appartiens plus complètement. Et je trouve que c'est assez fort sur ce que ça dit du fait que tu représentes et tu sers des objectifs qui te dépassent en fait. Et qu'en termes de responsabilité, de poids des missions, c'est quelque chose de très concret. C'est exactement ce que j'allais dire sur le poids des responsabilités et le fait de se sentir vraiment peut-être aussi de faire corps entre chaque fonctionnaire, de l'agent A+, à l'agent B, C, etc. Mais je veux dire, tout le monde fait corps pour répondre dans ce moment-là de tension extrême, par la qualité de son travail et toute sa contribution, à trouver une solution à cette crise, à son humble niveau, bien sûr, encore une fois, mais tout le monde fait corps. Absolument, et tu parlais de fonctionnaires, quand je t'ai parlé de la direction des diplomaties économiques, j'aurais dû te dire quelque chose de très important, c'est que la direction de la diplomatie économique, elle est essentiellement composée de contractuels, donc des gens qui à un moment de leur carrière passent au service de l'État et puis qui ensuite ou bien continuent dans le secteur public ou bien vont dans d'autres sphères et qu'en tout cas ils prennent toute leur part dans l'exercice des missions de cette direction. On bascule sur la partie plus conseils sur les concours. Qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui sont hésitantes à passer ce concours? Que ce soit d'ailleurs l'ENA ou Quai d'Orsay. Je vais commencer par les concours de la diplomatie, en tout cas ceux du Quai d'Orsay plus spécifiquement. Je crois
qu'il y a beaucoup de gens qui sont hésitants en se disant, en tout cas je pars de mon exemple, j'ai peut-être pas eu la vocation depuis toujours, les gens qui préparent ce concours, ils sont nés en se disant qu'ils deviendraient diplomates, etc. Je crois sincèrement qu'une vocation ou un intérêt pour un métier et pour une carrière, ça peut arriver sur le tard. Et moi, j'ai parlé à beaucoup, notamment de femmes, en fait, qui se posaient la question de savoir si le métier de la diplomatie était fait pour elles, les métiers de la diplomatie. Je crois qu'il faut passer ce concours, si vous avez envie de le passer, bien sûr, il faut le préparer, travailler dur. Il faut aussi être lucide sur le fait que... il y a de plus en plus de choses qui sont faites pour améliorer la conciliation vie pro, vie perso, on en parlait, et beaucoup de choses qui sont faites de plus en plus pour promouvoir les femmes à des postes à responsabilité, œuvrer à la représentativité du ministère, et ça, on ne peut que s'en réjouir. Pour l'ENA, je rejoins un peu le même souci, plus largement. Pour les gens qui sont hésitants, moi, le conseil que je donnerais, plus largement pour les concours administratifs, faites des stages si vous pouvez. Ne faites pas... je sais que c'est pas facile d'avoir des stages, mais si vous n'arrivez pas à en avoir en ministère, pensez aussi aux agences publiques, pensez parfois à des associations qui vont travailler avec le public, pensez un peu stages qui vous permettront d'avoir une interaction avec l'administration, même si c'est pas au sein de l'administration elle-même. Et puis je crois qu'il y a un autre conseil qu'on peut donner, et je crois que ça a été donné dans un des autres podcasts que tu as fait, David, c'est aller contacter les gens qui ont des parcours qui vous intéressent. Les réseaux sociaux professionnels sont à cet égard votre ami. Je pense aller particulièrement contacter les jeunes, parce que quand on est jeune, on a été dans votre situation il n'y a pas si longtemps que ça, et on a envie d'aider. Et j'en sais rien, moi je connais pas de jeunes professionnels qui ne répondent pas à ce genre de sollicitations par principe. Que tout le monde n'ait pas le temps de répondre à toutes les sollicitations, ça je l'entends, mais je pense que particulièrement chez des jeunes actifs, on n'est pas sursollicité non plus, et c'est toujours agréable de répondre aux questions des gens qui s'interrogent sur les concours, sur la fonction publique. Ok, donc fais attention parce que tu as peut-être été contacté sur LinkedIn par pas mal de mes auditeurs justement sur le parcours ENA Dimension Internationale. J'aimerais te poser maintenant la question sur les conseils sur la forme, sur le fond pour préparer les concours. Comment on gère cette année de préparation concours, ces 2 ans peut-être de préparation concours, cette approche des matières, cette gestion du stress. Voilà. Donne-moi tes conseils sur la forme et sur le fond. Je te parlerai surtout de l'ENA parce que c'est le concours que j'ai passé, donc maintenant de l'INSP. Un conseil, je sais pas où est-ce que tu veux le mettre, entre forme et fond, tu décideras. En tout cas, moi je pense, ayez en tête que la méthodologie des épreuves, c'est la clé. Souvent, quand on se lance dans un concours, on est complètement paniqué par l'étendue du programme des épreuves. Avant de vous plonger dans les manuels et d'aller creuser tous les points de l'histoire des idées de l'Antiquité à nos jours, allez regarder les sujets qui sont tombés les années précédentes, allez lire les copies qui sont publiées et essayez de comprendre ce qu'on attend de vous en termes de rédaction, de notes, de dissertation. Et vraiment ne passez pas outre cette dimension méthodologique pour filer sur mes bonnes compétences en économie, puisque je t'ai dit que j'avais eu 8 au concours d'entrée à Sciences Po. Ma première note, moi, en pré-ENA à Sciences Po, c'était un merveilleux 3 en économie, mais parce que j'étais peut-être franchement pas capée, je le concède, mais j'étais partie à l'épreuve en me disant je ne sais rien sur l'économie, mais il faut que je m'entraîne à rédiger une introduction. Et à cet égard, bien sûr que ma copie, elle était vide de connaissances, donc elle pouvait pas être sanctionnée par la moyenne, mais en plus de ça, j'ai appris comment est-ce que j'ai déjà essayé de glaner des taux dans ma préparation, des conseils de rédaction, d'articulation des idées. Donc entraînez-vous, même sans avoir les connaissances. N'attendez pas d'avoir tout appris pour vous entraîner. C'est par l'entraînement que vous allez réussir à acquérir la méthodologie. Je te rejoins tout à fait parce que c'est comment aussi on va amener les connaissances qu'on apprend. C'est pas le tout d'être capable de ficher un manuel et de rester tout par cœur les citations ou les exemples, les références. Si on n'est pas capable de l'amener sur une copie de manière fluide, élégante, et en même temps dans les canons de la dissertation,
En fait, le correcteur, il va passer outre, il va saquer la copie. Il y a vraiment, d'abord, cette introspection peut-être à faire sur est-ce que je suis capable d'écrire dans un style correct administratif qui permet de passer le filtre du correcteur. Et là, une fois que je suis capable de faire une disserte correcte avec annonce de partie, annonce de sous-partie, toujours de parties, de sous-parties, de sous-sous-parties, etc. Là, je vais mettre mes références coup de cœur, mes références pas de côté, et c'est là où je vais pouvoir gagner des points. Mais par contre, si le premier niveau, je l'ai pas, en fait, on peut avoir toutes les références qu'on veut, d'opéra, etc. En fait, on ne sera pas lu. J'ajoute à ça peut-être un autre conseil. Je t'apprendrai rien. Je pense qu'il faut démythifier le concours, les concours de la fonction publique. Il n'y a pas que ça dans la vie. Et je pense que même si en prépa concours, il est essentiel de partir avec une motivation au top et en se disant qu'on se donne tous les moyens pour réussir, je crois que c'est jamais inutile de garder en tête, alors pas de chercher activement pendant une année de prépa, hein, mais de garder en tête une réflexion autour de ce qu'on peut faire en cas d'échec. Je crois que ça permet d'arriver plus frais le jour J au concours en te disant « Bon, j'ai travaillé au mieux, mais si ça marche pas, je sais où je pourrais aller. » Et peut-être que ça abaisse d'un cran le niveau de pression. Et puis, ça permet aussi de réfléchir à ce qu'il y a à côté, en fait. Tu fais bien de le dire, c'est pas forcément la chose la plus évidente à aborder, les échecs en concours. Je sais qu'à l'époque, à Sciences Po, quand j'y étais, on avait eu une conférence sur que faire si on échoue au concours. Et au début, le titre était un petit peu surprenant, parce que c'était en début d'année de préparation. Mais c'était justement très important d'avoir eu des gens en face de nous, des contractuels dans la fonction publique ou des collaborateurs de personnalités politiques, qui nous racontaient d'avoir échoué au concours, mais qui pourtant aujourd'hui étaient quand même très contents dans leur vie professionnelle, et que ce n'était pas la fin du monde. Il faut bien avoir en tête que c'est par rapport aux attentes du concours, et c'est pas forcément nous, notre personnalité, qui est rejetée. Et par rapport au concours, il y a quelque chose qui m'a frappé quand même dans ton parcours, c'est que tu as eu l'ENA à 22 ans, fin de 22 ans, début 23 ans. Donc c'est quand même très très jeune par rapport à la promo. Je crois que la moyenne d'âge, ça se situe plutôt autour de 28 ans avec le concours interne et externe. Comment toi tu as vécu ça ? Comment tu as eu cette maturité ? Parce que c'est quand même un concours très exigeant, dès 23 ans. Est-ce que tu peux peut-être nous renseigner là-dessus ? Bon, déjà, c'est très sympathique à toi de me prêter ces vertus-là. Je crois qu'un concours... moi, j'ai énormément travaillé, j'en suis très fière, mais il y a une part de hasard et de prestation le jour J qui bien sûr, joue beaucoup. Donc, est-ce que c'était un surplus de maturité ? Honnêtement, j'en sais rien. Moi, je suis enfant de 4 sup, comme je te disais, vraiment j'ai grandi, j'ai une enfance très choyée, mais je viens pas d'un milieu où j'étais entourée de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires. Personne m'a mis la pression en me disant qu'il fallait que je fasse l'ENA ou l'INSP ou les concours parce que tout le monde avant avait fait les concours. Et je crois que j'ai évolué dans un monde aussi où j'avais la chance d'avoir des parents qui me disaient fais ce que tu veux, travaille dur dans ce que tu fais, mais aie le choix. Et je crois que ça fait que quand j'ai été admissible à l'ENA, sincèrement, j'étais contente de ce que j'avais rendu aux écrits, mais j'étais surprise. Et que je suis allée aux oraux en me disant je suis admissible alors que je viens de boucler mon Master 2, au pire je le repasse en fait. Et si je le repasse encore et que ça marche pas, au pire je fais autre chose. Et ça revient un peu sur ce que je te disais, je pense que avoir toujours un peu une idée de ce que tu veux faire si ça marche pas, rentrer par la voie contractuelle dans l'administration, aller faire autre chose, aller passer le barreau par exemple pour reboucler sur ces sujets de droit, aller se réorienter vers d'autres métiers, ça abaisse la pression d'un cran. Raphaël, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs ? Mon dernier mot, c'est que si vous voulez embrasser les carrières publiques et les concours de la fonction publique, il y a des étapes à suivre. On en a beaucoup parlé pendant ce podcast. Prendre la tâche des gens qui font les métiers qui vous intéressent. Si c'est les concours, ça veut dire regarder quelles sont les attentes. Mais je crois qu'il faut... Je reviens vraiment là-dessus. Je pense qu'il faut vraiment démythifier ce poids-là et cette dimension. Il y a des gens qui sont faits pour ça et des gens qui sont pas faits pour ça. Il y a une série d'étapes à suivre et ça ressemble plus à une recette de cuisine qu'à un trait de génie. Et mon conseil sera pour les gens qui sont passés de l'autre côté, qui travaillent au service de l'État.
une fois entré, continuer à accompagner les autres. Le service de l'État, on l'a dit, c'est beaucoup de responsabilités. C'est des métiers sérieux qui sont parfois graves, mais c'est aussi des métiers qui sont passionnants, qui continuent de faire rêver les jeunes générations. Moi, j'en suis profondément convaincue. Ou en tout cas, que s'ils ne font plus rêver suffisamment, c'est notre responsabilité en tant que fonctionnaire que d'aller expliquer tout le meilleur et tout le plus beau de notre métier. Et ça rejoint tous les enjeux sur le mentorat aussi, sur l'accompagnement, sur toutes ces démarches d'attractivité. Mais si nous-mêmes, en tant que porteurs de cette charge de fonction publique, on ne la fait pas rayonner, on ne l'explique pas de manière positive, ce sera compliqué pour que les générations futures nous rejoignent et soient nos futurs collègues. Merci beaucoup Raphaël pour le temps que tu nous as accordé, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Si vous avez aimé ce podcast et que vous voulez soutenir la démarche, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le liker et à activer la cloche pour rester au courant des nouveaux épisodes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, j'y répondrai avec plaisir. Et enfin, surtout, n'oubliez pas, votre ambition pour la fonction publique ne fait que s'enrichir, donc continuez à vous renseigner et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.